Bonjour à tous, alors bienvenue aussi bien à ceux qui me suivent sur FP d'habitude qu'à ceux qui ont eu ce lien par mon cours sur les imprimantes 3D, enfin cours, mon initiation sur l'Ultimaker pour être plus exact. Enfin, ça sera un peu mieux. Donc on va décortiquer ensemble ce slide pour avoir des commentaires plus poussés que trois 4 explications sur un slide. Sur le premier slide, il y a mon adresse mail pour les questions. Sinon, je réponds directement sur la page, hein. Je peux recevoir les questions sur la page et y répondre, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, on va commencer sur les généralités. Il faut savoir que les utilisations principales de l'imprimante 3D, enfin, les premières, c'est le prototypage, pour voir ce que donneront les pièces plus ou moins, et le remplacement de petites pièces. Par exemple, on a une petite poignée qui a lâché, par exemple, poignée de meuble de cuisine. On en dessine une vite fait, on l'imprime et on la remplace. Il faut savoir aussi qu'il y a des constructeurs, même pour des constructeurs de meubles de cuisine ou autres, hein, leurs pièces, enfin leurs meubles sont tellement anciens que ça leur coûte moins cher de nous donner le plan pour que nous on puisse s'imprimer chez nous plutôt que de construire encore les pièces. Donc il y a vraiment une utilité domestique à avoir son imprimante 3D. Bref, passons. Il faut savoir que l'innovation de la 3D comparée au reste, c'est que c'est une synthèse additive. C'est-à-dire que ça va se construire en opposition à la sculpture qui est une synthèse soustractive où on retire de la matière pour faire apparaître un objet. Donc le fait de faire apparaître un objet en synthèse additive, ça permet des formes difficilement obtenables, on va dire, par d'autres méthodes. Il y a différents types d'imprimantes 3D. Il y a ce qu'on appelle les FDM. Les FDM, ce sont les imprimantes cartésiennes et delta qui fonctionnent à filament. Les cartésiennes fonctionnent sur un axe X, Y et un plateau Z, comme l'Ultimaker. Les delta ont une tête pendulaire, comme la Dagoma Neva par exemple, ou la Micro Delta Rework qui est meilleure. Dagoma, je vous déconseille cette marque, mais ça je vous en parlerai à la fin. Les SLA et les SLS, qui sont plus industriels. Il y en a une qui fonctionne à résine et l'autre à poudre. Alors ça demande un post-traitement, enfin c'est à utiliser, c'est la misère. Mais comme ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vous présente mon père. Comme c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous en parlerai pas. Il y a les imprimantes alimentaires. Pareil, hein, je vous en parlerai pas non plus en détail. Bah, voilà, imprimer des filaments de chocolat, c'est pas le but de ce tuto. Et il y a ce qu'on appelle les customs. Alors les customs, il y en a deux types. Celles où nous, on a choisi les proportions en les construisant nous-mêmes, les tiges filetées, etc. Enfin voilà, on l'a construit aux dimensions qu'on veut, ou soit parce qu'on a mis des kits d'extrusion dessus qui permettent de faire autre chose que des filaments. Par exemple de la porcelaine froide, ou il y a même des imprimantes 3D géantes qui fonctionnent avec du béton, bien sûr, béton plus additif, pour imprimer des maisons. Ah, c'est tout à fait faisable. Donc c'est du béton spécial, c'est un kit d'extrusion spécial aussi. Et ça marche tout aussi bien. Ça, je vous laisse aller voir sur internet si ça vous amuse. Dans les différents types de fils, on a de gamme de fils qui peut aller de 20 € le kilo jusqu'à une centaine d'euros. Tout dépend des additifs qu'il y a dedans. Tout dépend aussi du matériau. Nous, ici, au Fab Lab, on va utiliser du PLA. Certains, à la rigueur, vont utiliser d'autres choses, mais ça pose problème d'utiliser d'autres matières. Donc, on va rester sur le PLA au Fab Lab. Il n'y a aucune raison que je vous parle du reste, juste vous dire que ça existe, voilà. Que chaque filament a ses caractéristiques physico-chimiques différentes, aussi bien en température d'extrusion qu'en résistance mécanique. Ça va vraiment de tout, mais il existe même du filament caoutchouc, ce qu'on appelle le filament flexible. Voilà. Au niveau du stockage et de la conservation, sur les filaments, quel que soit le type de filament, ils ne supportent pas trop, on va dire même difficilement, l'humidité et les UV avant impression.
Donc faites comme moi et conservez-les. Soit vous allez imprimer très souvent et vous pouvez les laisser sur votre machine, soit gardez-les à l'ombre. Moi, je mets le mien dans une armoire métallique, à l'abri d'humidité, à l'abri de la lumière. Voilà. Donc les outils qu'on va utiliser en plus de l'imprimante en elle-même, il y aura une spatule pour décoller l'objet, soit de la colle en bâton, soit de la laque qui peut être la laque spéciale 3D ou de la laque à cheveux, ça marche aussi, de la graisse, une clé hexagonale, une pince coupante et bien sûr la carte SD et l'ordinateur. Je vous expliquerai plus tard à quoi va servir chaque élément. Au niveau de la mécanique de la machine, c'est pas méga compliqué. L'Ultimaker, elle est composée du PC qui est le poste de travail, et après tout est dans le même caisson. Il y a moteur, blocs d'extrusion et les cartes électroniques auxquelles on n'a pas accès. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de boîtier à côté pour celle-ci. La machine aussi, le menu de la machine est aussi assez simple. Il y a soit le print qui va nous servir à lancer l'impression, soit toute la section matériel qui va servir pour tout ce qui est le changement de filament, et la fonction maintenance dans laquelle on va traîner pour faire la mise au point, pour faire des réglages avancés, par exemple changer la vitesse, changer la température en cours d'impression, ou même avant impression, parce que vous allez voir que je vais vous expliquer que des fois il faut monter la température avant pour certaines maintenances. On peut changer la température, l'intensité des LED aussi, enfin 3-4 autres trucs, ça je vous laisse aller dans le menu pour vérifier. Les différents logiciels, on va utiliser deux types de logiciels, ceux qui vont servir au dessin en tant que tel. Donc je pense à tout ce qui est Katia, Rhino, SketchUp, Fusion 360, voire même Tinkercad qui est une appli internet. Voilà, il y en a plein d'autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle un slicer. Le slicer, c'est le logiciel qui va transformer votre fichier STL en ce qu'on appelle un G-code. Le G-code, c'est quoi? C'est la liste d'instructions pour les machines. Il faut savoir que ce qui va être enregistré sur la carte SD et que la machine va interpréter, ce n'est pas une image, c'est une liste d'instructions. C'est un petit... Donc, nous, on va utiliser Cura parce que c'est un logiciel open source fourni par Ultimaker, donc autant utiliser le leur. Il est simple d'utilisation, mais sachez qu'il en existe beaucoup d'autres. Il y a KeySlicer qui existe, il y a Repetier. Chacun vous permettra de faire les mêmes choses. Pourquoi? Parce que dans chaque logiciel, on réglera la machine qu'on utilise. Donc si vous avez fait votre G-code sur Repetier ou sur Cura, la liste d'instructions, comme elle est propre à la machine, même si elle contient les paramètres de température et de vitesse que vous avez sélectionnés sur le logiciel, elle pourra l'interpréter quand même. Par contre, attention, si vous faites votre G-code que vous avez programmé par exemple pour une Ultimaker et que vous mettez la carte SD dans une Delta par exemple, elle va absolument pas fonctionner parce qu'elle aura prévu le G-code pour une Ultimaker qui est cartésienne et machin, pas pour un autre modèle. Ça marche pas. C'est comme là, on a aussi la taille du plateau est propre à la machine. Par exemple, si vous utilisez un G-code de 30 cm de haut fait pour une Ultimaker 2 Extended et que vous mettez la carte sur une Ultimaker 2 classique, ça passera pas, ce sera hors plateau. Alors pour le plan à l'objet final, vous allez voir ça dans une vidéo où j'ai fait le A à Z, alors certes filmé avec le téléphone à la main, donc on verra peut-être pas tout, mais dans l'ordre. Bon après, on n'est pas dans l'ordre pile, mais c'est une question de plus de discipline. Il va falloir allumer l'ordinateur, allumer l'Ultimaker, mettre la buse, et c'est là que la clé hexagonale va nous servir si la buse n'est pas mise. Forcément faire la mise au point, dès qu'on bouge l'imprimante, ou qu'on bouge la buse, ou qu'on touche à une vis du plateau, il faut refaire le niveau, ce qui est normal. Mettre le fil, forcément sur fil c'est un peu vachement bien. Lancer Cura, soit récupérer le plan 3D sur un site qui s'appelle yegi.com, si vous avez la flemme de le dessiner, ou soit si vous avez besoin d'une pièce spéciale que vous avez vous-même dessinée, allez le chercher dans vos fichiers 3D. Après, on règle les paramètres sur Cura, on enregistre le fameux G-code sur la carte SD, et c'est parti pour le lancement d'impression. Alors, au niveau de tout ce qui est sécurité entretien, attention à la buse, parce qu'elle est chaude. Le PLA fond à 210. Je vous déconseille de mettre les doigts dessus.
Pareil pour le plateau. Pour imprimer du PLA, on le monte entre 60 et 90 degrés. En général, c'est 60, même si pour du PLA, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un plateau chauffant. Et attention aussi à ne pas mettre vos doigts, parce que la machine, elle ne sait pas s'il y a vos doigts. Donc votre main peut être totalement broyée par la machine si elle se met à tourner, que vous avez les mains dedans. Et au niveau de l'entretien, il faut aussi faire attention à la propreté. Pourquoi? Parce que ça va jouer sur la qualité de votre impression. Sur la tige filetée, s'il y a la moindre crasse, quand le plateau va arriver au niveau de la tige, et qu'il va rentrer en contact avec la crasse, ça va légèrement sursauter et la couche adhérera mal sur le plateau. Je vous fais les réglages de Cura un petit peu après. Donc on verra les pannes et Cura dans la vidéo suivante.